Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité dans votre magazine En quête de sens. On vous parle migration aujourd'hui, un sujet largement débattu ces dernières semaines, en cause le pacte mondial de la migration de l'ONU à New York dans quelques jours. Mais aujourd'hui, focus sur le sort réservé aux femmes et aux mineurs lors de ces longs périples de migration, entre violence, risque de traite ou de trafic d'êtres humains, mais aussi difficulté d'accéder aux soins, une population vulnérable que connaissent bien nos invités aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir un beau plateau. Vous allez bien? Bonjour à vous. Bonjour. Pierre Verbeeren, directeur de Médecins du Monde. Adriana Costa Santos, vous êtes vous, responsable de la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés, et François de Smet, directeur de MIRIA, le Centre fédéral migration. On va aussi remercier, merci à vous trois d'être là, le photographe Frédéric Moreau de Belin, qui a bien voulu gentiment nous prêter des photos qui jalonneront cette émission. Il sera aussi au pêle-mêle d'Ixelles jusqu'au 22 décembre à découvrir donc. Et puis des dessins de Verle Hildebrand qui jalonnent aussi le rapport de MIRIA, dont on va parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, Pierre Verbeeren, je disais que c'était une population affaiblie et pourtant très forte, les femmes et les mineurs. On n'en parle pas beaucoup, on ne les voit pas. Est-ce qu'ils se cachent ? Oui, les femmes se cachent parce qu'elles ont l'expérience des violences qu'elles ont dû subir et donc elles ont immanquablement l'urgente nécessité d'être le plus invisible possible et dans l'espace public et de façon plus générale parce que tout au long de leur parcours migratoire, chaque fois qu'elles ont eu à adresser une demande, chaque fois qu'elles ont eu à rencontrer des hommes, c'est un système prédateur. Donc les hommes sont quelque part prédateurs dans cette vulnérabilité des femmes. Prédateurs à toute une série de niveaux, en termes évidemment d'exploitation de leur main-d'œuvre, mais surtout et beaucoup malheureusement d'exploitation de leur corps, que ce soit pour demander un logement, être hébergé un moment sur ce parcours migratoire, ou que ce soit pour avoir besoin de soins, ou que ce soit pour avoir un moment à manger. On le voit, tout se paye et souvent malheureusement ça se paye du corps de la femme. Est-ce qu'elles ont été nombreuses à se lancer? Est-ce qu'elles se lancent encore sur les chemins de la migration? Quels sont les chiffres? Alors, les chiffres sont assez classiques, c'est-à-dire que sur les 250 millions de migrants qu'il y a dans le monde, 47 à 48% sont des femmes, c'est-à-dire un peu moins que la proportion générale. Par contre, dans les migrations forcées, je n'ai plus le chiffre exact, mais je pense que la proportion des femmes diminue très, très, très fortement. Je pense qu'on est autour de 25%. Et ce que nous constatons aussi, c'est que dans nos services, là où on essaye d'offrir, de tendre la main et de permettre à ce que certains droits évidents soient garantis, comme le droit à la santé, il faut vraiment qu'on fasse un travail d'outreach, d'aller vers pour visibiliser les femmes, parce que c'est très compliqué de les rencontrer. On parle de gender specific violence, et c'est souvent lié à la sexualité, j'imagine. C'est dur pour les hommes, mais ça l'est encore un peu plus pour ces femmes. Est-ce qu'elles se sont données en Belgique? Est-ce qu'elles ont témoigné en arrivant, ou est-ce que c'est très difficile? Non, il faut vraiment faire un travail pour les rencontrer. Donc, par exemple, au hub humanitaire que nous avons lancé avec la plateforme, au tout début du hub, il n'y avait pas de femmes. Et donc, il a fallu vraiment travailler d'une part à aller à leur rencontre, voir où elles se trouvaient, et d'autre part mettre en place des services spécifiques pour les femmes. Ici, en l'occurrence, c'est une sage-femme, donc une permanence de sage-femme, qui leur permettent de déposer d'une part leur histoire et leurs questions et de voir comment les orienter au mieux. Mais les violences liées au genre, c'est les violences qui sont faites aux personnes parce qu'elles ont ce genre-là. Donc ça peut être des violences de toute nature, ce n'est pas que des violences sexuelles. Heureusement, en même temps, c'est un peu compliqué à dire, mais c'est des violences physiques, c'est des violences verbales, mais qui sont adressées à ces femmes parce qu'elles sont femmes. Alors, Adriana Costa Santos, vous qui vous occupez de la plateforme citoyenne et du parc Maximilien, vous êtes le sourire quotidien pour les personnes dont vous vous occupez. Est-ce que les femmes sont apparues dès le début de ces mouvements migratoires au parc Maximilien, ou est-ce que petit à petit vous les avez découvertes ?
depuis le démantèlement de Calais fin 2016 qu'on a observé l'arrivée de migrants au parc Maximilien, des femmes toujours dans les mêmes proportions dont on parlait. Ce qui est assez inquiétant, c'est que ces femmes sont souvent accompagnées par des hommes dans leur parcours qui font forcément partie de ce manque de voies sûres et légales pour leur arrivée en Europe. Et donc que souvent ces mêmes hommes qui les accompagnent dans leur parcours depuis la Libye, dans la traversée de la Méditerranée et dans plusieurs pays en Europe deviennent eux-mêmes des agresseurs directs et très proches des filles, comme déjà été dit. Souvent, ce que les hommes payent en argent, les femmes payent avec leur cœur. Et donc, ces violences sont assez visibles au parc Maximilien avant que les citoyens se mobilisent pour les héberger. Mais ça a été aussi une des premières raisons pour lesquelles on a proposé aux citoyens de les protéger pendant la nuit, parce qu'on a reçu beaucoup de récits de violences qui se passaient pendant la nuit, là où personne ne regarde, mais aussi quand les interventions de police au parc avaient lieu les matins très tôt, les femmes étaient souvent les premières à se faire arrêter et de là venait la nécessité de les héberger et de les protéger par des citoyens. En quoi consiste le hub humanitaire et la Sister House, c'est bien comme ça qu'on l'appelle, qui vient d'être créé, je pense que ça fait un mois à peine. Qu'est-ce qu'on peut y trouver exactement là-bas ? La Sisters House, c'est un tout nouveau projet de la plateforme qui vient dans le contexte de la création d'hébergements collectifs. Jusqu'à présent, il y a plusieurs maisons à Bruxelles et dans le Brabant-Wallon qui sont entièrement gérées par des bénévoles citoyens qui habitent autour et sont des lieux où on héberge 15-20 personnes encadrées par des bénévoles, et ce qui permet aussi un suivi basé sur des liens de confiance qui se construisent lors de l'accueil. Cette maison qu'on vient d'ouvrir il y a un mois héberge tous les soirs 15 femmes qui sont accueillies et accompagnées par des bénévoles uniquement femmes. On s'est rendu compte que pour pouvoir proposer ce suivi et l'accompagnement médical, notamment à travers le hub, on avait besoin tout d'abord de répondre à des besoins très basiques et qu'on ne serait pas capable d'assurer ce suivi si les questions du logement, de la nourriture, de l'hygiène n'étaient pas assurées. Depuis le début du projet, on a pris du temps pour faire comprendre aux femmes qu'elles ne devraient pas avoir peur d'aller dans cet endroit, qui était quelque chose de uniquement encadré par des femmes. Et progressivement, la relation de confiance qui s'est créée entre les bénévoles et les femmes qui logent permet aujourd'hui de les accompagner. Beaucoup d'entre elles parlent la toute première fois, voir un médecin, un gynécologue et avoir de l'assistance aussi à la santé mentale. Le fait que ce soit une maison où il n'y a que des femmes, pour les femmes, ça aide aussi. Là, elles s'ouvrent, elles sortent de leur cache, entre guillemets, et elles ont confiance. Oui, il y a surtout cette question de déconstruction de ce besoin d'avoir toujours un homme protecteur qui finalement devient lui-même agresseur, qui est un élément dans leur parcours qui les protège peut-être d'autres types de violences, mais qu'eux-mêmes deviennent des agresseurs. Et cette déconstruction que la maison permet de rassembler des femmes qui peuvent se soutenir les unes les autres grâce aussi aux bénévoles qui les accompagnent et tout autant un travail important à faire en ce moment. Vous faites aussi de l'information aux bénévoles. Quand on est hébergeur et qu'on héberge une femme, il y a l'accès à des soins spécifiques aux femmes à assurer. On en reparle. Juste avant ça, on regarde une petite interview. Pierre Sconbrot est allé poser certaines questions à une gynécologue dans un planning. Au planning familial, on est tenu de s'occuper des sujets planning familial et que, par exemple, une femme migrant
n'est pas un sujet planning familial. Par contre, une femme enceinte, migrant, devient un sujet de planning familial. Et donc rien que par rapport à notre décret, par rapport à notre ministère, on est tenu de s'occuper de certaines choses et pas d'autres. Et donc voilà, on a reçu des familles syriennes, pour la plupart syriennes, qu'on a dû réorienter parce que ce n'était pas des sujets planning familial. Et donc rien que ça, c'est complètement scandaleux. Comme on ne sait rien de ces femmes-là, on doit pouvoir travailler avec elles ou on doit pouvoir les aider mais sans rien savoir. Et donc on ne sait pas vers quoi on va. On peut pas, on a l'impression d'avoir une espèce de bulle de savon dans la main et si on la prend pas correctement, elle explose. Et donc c'est super difficile, on n'est pas formé à ça. On le fait parce que je pense qu'on est humain et que malgré tout, on veut, quand bien même ça ne vient pas dans le décret, on veut faire quelque chose. Mais c'est super fragile, c'est vraiment super fragile. Ça touche à l'intimité la plus profonde de la personne. Et donc, qu'il s'agisse d'une grossesse désirée où elle perd, qu'il s'agisse d'une grossesse non désirée, est-ce que c'est un viol, est-ce qu'elle veut garder le bébé? C'est déjà super difficile d'aborder ça avec des jeunes, adolescents bien belges. Et donc, comment on fait pour aborder ça avec des personnes qui ont vécu des choses absolument inimaginables? Je pense que le plus facile, c'est de commencer par le côté médical, parce que c'est de la théorie et qu'on n'abordera pas encore trop les émotions. Mais une fois que ça rentre dans les émotions, là, on ne sait pas dans quoi on va, en fait. On ne sait pas du tout dans quoi on va. Adriana Costa Santos, c'est difficile de travailler avec les femmes migrantes, avec ces femmes qui ont vécu toutes sortes d'atrocités? Tout d'abord, je pense qu'il faut dire que tous ces citoyens et surtout des citoyennes qui se retrouvent à soutenir ces filles et ces femmes qui viennent du parc Maximilien est quelque chose qui n'était pas prévu dans leur vie, pour lesquelles elles ne sont pas formées, et que l'absence d'une prise en charge par l'État oblige parfois des femmes à soutenir d'autres femmes et à être confrontées à des problématiques pour lesquelles elles n'étaient pas formées à la base ou sensibilisées. Et donc, tout au long de la dernière année, on a tous un peu découvert cette problématique dans l'urgence et dans le besoin de faire quelque chose, dans l'absence totale de solutions. Après, dans la collaboration qu'on a très étroite avec les ONG présentes au hub humanitaire. Comme Médecins du Monde. Oui, on peut aussi observer qu'il y a une peur qui existe des institutions et notamment suite à des violences policières, à des abus de pouvoir que ces femmes et ça sert également pour les hommes subissent dès leur arrivée en Europe. Et donc il est nécessaire aussi que les citoyens bénévoles qui ont pu créer ces relations de proximité puissent aussi faire le lien entre les ONG et les personnes qui ont souvent peur d'aller vers cette aide sans savoir de qui s'agit-il. Pierre Verberen, l'État ne remplit pas son rôle. Vous le criez souvent. Est-ce que dans ce cas-ci, effectivement, d'autant plus avec les femmes et puis les mineurs, on verra ça avec François De Smet, il y a réellement du travail à faire? Il y a un travail à faire sur toute la question des violences faites aux femmes, que ce soit à l'égard des migrantes ou à l'égard des citoyennes belges. Donc il y a un vrai problème de prise en charge des victimes de violences sexuelles et de prévention de ces violences. Donc si on regarde les chiffres au niveau mondial, les évaluations sur les violences faites aux femmes vont de 30 à 75% des femmes qui ont eu à subir ces violences. Donc selon les estimations, donc c'est dire l'importance du problème. Ça signifie qu'en Belgique, nous ne sommes pas organisés comme partout ailleurs dans cette prise en charge. Le témoignage que cette gynécologue vient de donner est un bon témoignage qui vaut évidemment pour les migrantes, mais qui vaut aussi pour toute personne qui a déposé une difficulté qu'elle a rencontrée, parce que d'abord c'est difficile à recevoir pour soi comme professionnel, mais c'est aussi difficile de savoir quoi en faire après, parce que
on soulève un couvercle. Et donc, il y a effectivement des émotions et aussi une question qui est adressée aux professionnels de soins. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec ses propres émotions? Et qu'est-ce que ce professionnel de soins va faire comme réponse à la difficulté qui lui est donnée? Donc, c'est compliqué. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le facteur le plus important qui amène à ce qu'on ne prenne pas en charge les violences sexuelles et les violences faites aux femmes et a fortiori aux migrantes, c'est parce qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est parce que nous ne sommes pas formés, parce que les réseaux, les relais et les volumes de relais, parce que donc il y a des relais, il y a des pratiques qui sont excellentes, mais le volume n'est pas du tout suffisant. Ça signifie que souvent, il y a une possibilité de prendre en charge au niveau théorique, mais au niveau pratique, il n'y a pas de place. Alors, ce sont des femmes qui aussi parfois arrivent avec des enfants ou qui tombent enceintes sur le parcours à cause de viols, qui arrivent enceintes. Ces enfants-là aussi viennent parfois seuls, des mineurs. François de Smet, c'est le rapport que Myria vient de sortir, un rapport sur la traite et le trafic de mineurs en danger majeur. Pourquoi avoir fait ce rapport? Et peut-être nous expliquer aussi, planter le décor sémantique, trafic et traite, il y a une différence. On les confond souvent, donc ça vaut le coup de rappeler ce que c'est. La traite des êtres humains, en gros, c'est l'exploitation. C'est quand le fort abuse du faible. Donc il n'y a pas de traite des êtres humains entre adultes libres et consentants, mais dès que vous abusez d'une position dominante, ça peut être sexuelle, économique, et que vous avez une emprise particulière, que vous exploitez quelqu'un, vous risquez de tomber sous le qualificatif de traite des êtres humains. Alors ça recouvre des réalités très différentes, économique, exploitation sexuelle forcée. Et voilà, en gros, il n'y a pas de différence. Il peut y avoir des victimes belges de traite des êtres humains par ailleurs. C'est le cas dans certains dossiers de ce qu'on appelle des loverboys, c'est-à-dire des gens qui séduisent des femmes ou des très jeunes filles et des mineurs par le biais de réseaux sociaux et qui arrivent à, par exemple, les forcer à commettre des délits ou à se prostituer. Et puis à côté de ça, vous avez tout un autre monde, mais ils sont évidemment entremêlés, qui est le trafic d'êtres humains. Il y a trafic d'êtres humains quand il y a des réseaux organisés qui aident des gens à passer des frontières contre rémunération ou contre gain. Je le précise parce que dans l'atmosphère actuelle, c'est important de rappeler qu'il n'y a infraction de trafic que lorsque vous avez retiré un bénéfice financier ou patrimonial. Et alors, on a décidé de faire notre rapport cette année, traite et trafic, sur le cas des mineurs. On se rend compte, pour certaines filières, et en particulier une filière très organisée qui est la filière nigériane, que malheureusement, on a des toutes jeunes victimes, mais qui sont victimes des deux. Parce qu'effectivement, les migrantes qui accompagnent les hommes, mais qui migrent comme pour les mêmes raisons que tous les autres migrants, pour échapper à la guerre, pour échapper à la pauvreté, pour échapper au désœuvrement. Et puis, il y a des femmes, des très jeunes femmes, voire vraiment des très jeunes filles. Et c'est le cas pour ce qui se passe avec les réseaux très organisés venant du Nigeria, qui migrent sous la coupe de réseaux puissamment organisés à des fins de prostitution, qui en général ne savent pas qu'elles vont finir par faire de la prostitution en arrivant au pays. On leur promet autre chose, on leur promet du mannequinat, on leur promet des emplois de secrétaire. Et alors bien sûr, elles vivent malheureusement le même parcours que beaucoup de migrantes, c'est-à-dire qu'elles évoluent dans des caravanes, elles passent par des endroits extrêmement dangereux, comme la Libye, qui est un enfer à ciel ouvert pour les hommes comme pour les femmes, mais en effet, elles sont régulièrement violées sur le parcours, soit en monnaie d'échange, soit comme ça. Elles ont le même destin que d'autres migrants, elles peuvent être abandonnées dans le désert, se noyer en mer. Et une fois arrivées ici, elles sont prises en charge par des réseaux organisés et elles sont mises en général derrière des vitrines ou sur le trottoir. Et il y a une particularité, si j'ose dire, qui est à la fois fascinante et effrayante, c'est qu'il y a un embrigadement mental extrêmement puissant, puisque ces petites Nigérianes, on leur fait faire des rites vaudous à leur départ, qui leur font croire qu'elles ont une dette à rembourser. Elles ont une vraie dette à rembourser. On leur explique que leur trajet, c'est le prix à peu près, coûte 25-30 000 euros. Elles doivent rembourser cet argent en revenant. Et, donc je vous laisse imaginer combien de temps ça peut prendre. Et on leur fait croire, à cause des rites vaudous qu'elles ont subis, que si ça ne se passe pas, il va leur arriver, le destin va leur faire arriver malheur à elles ou à leurs parents et leurs proches. Et pour rebondir sur une question que vous avez déjà posée à mes collègues, on a une vraie faiblesse. Pourtant, on est bons élèves, la Belgique, en matière de lutte contre la traite des êtres humains, en général. On a une vraie faiblesse concernant les mineurs. Et une faiblesse qui est à la fois due aux services de prévention ici, qui, même s'ils sont de bonne volonté souvent, ne sont pas assez formés, mais une faiblesse due à la force des réseaux. Parce que dès que vous tombez sur un réseau, dès que vous commencez à arrêter les gens, ils vont disparaître.
on avait une approche de lutte contre la traite et le trafic assez efficace par le passé, et qui continue aujourd'hui, mais qui est parfois un peu remise en cause, qui est de pouvoir collaborer avec les victimes. Mais ce n'est pas si simple de collaborer avec ces victimes parce que, d'abord, les passeurs leur disent de se déclarer majeures, même lorsqu'elles sont mineures. Difficile de savoir qu'elles sont mineures. Bien sûr, et alors on peut vérifier avec des tests osseux, mais qui sont vraiment soumis à caution et qui sont contestés par bon nombre d'ONG d'ailleurs, parce que leur validité n'est pas fiable. Mais on fait croire à ces jeunes femmes qu'elles ne doivent absolument pas se déclarer mineures, alors que ce serait évidemment plutôt de leur intérêt. Elles sont emprisonnées psychologiquement dans l'histoire des rites vaudous qui leur poussent à ne pas dénoncer leurs passeurs, à tel point, c'est une des bonnes pratiques qu'on essaye de promouvoir, on se rend compte que dans un des dossiers, puisqu'il y en a tout de même, puisqu'on finit par démarrer les procédures judiciaires et par arrêter les passeurs, on se rend compte qu'on est arrivé à faire, enfin la police, pas nous bien sûr, on est arrivé à faire démanteler un réseau parce qu'une jeune femme a pu se livrer grâce à l'aide d'une autre jeune femme, d'une autre Nigériane, délivrée, si j'ose dire, de son sort vaudou, et qui a servi d'intermédiaire. Et c'est la source d'une lutte... les mots. Oui, c'est la source d'une lutte correcte contre la traite ou contre le trafic. D'ailleurs, arrêter de lutter, de prendre les migrants ou les victimes de traite comme des gens à mettre dans des centres fermés dont il faut se débarrasser, mais travailler avec ces personnes si on veut avoir une chance de démanteler les réseaux de traite et de trafic. Je termine par un chiffre pour montrer l'ampleur possible du phénomène. Pour une année type, disons 2016, on compte 3000 mineurs nigérianes arrivées depuis la Libye vers le territoire de l'Union européenne. La même année, on compte 20 mineurs nigérianes signalées au service des tutelles, ici en Belgique. Il y en a beaucoup qui sont perdus sur la route, alors c'est pas possible. Ça prouve qu'on est dans... C'est pour ça qu'on a fait notre rapport sur cette question. On est face à une réalité qui est très probablement gravement sous-estimée. Alors, il y a des efforts à faire en termes de prévention. On peut améliorer la manière dont les centres d'accueil de victimes de traite, qui font pourtant un boulot formidable, peuvent aussi fournir un accueil plus spécialisé pour les mineurs. On peut améliorer la formation des services de première ligne. Il y a des tas de choses à faire. Mais il faut prendre ces problématiques à bras-le-corps parce qu'on craint qu'elles soient largement sous-estimées. Vous dites aussi dans le rapport qu'on se trompe de cible souvent. On prend ces femmes ou ces mineurs pour des sans-papiers avant de les prendre pour des victimes réellement et de les protéger. On les accuse avant de les protéger en fait et elles auraient plus besoin de protection forcément. C'est malheureusement une approche actuelle qu'on observe dans la lutte contre le trafic en général. On l'a encore vu il y a quelques mois en septembre avec un grand plan développé rapidement consistant à vider des centres fermés pour y mettre des migrants de transit. L'idée étant de maintenir une politique plutôt de la peur et de la dissuasion. Il ne peut pas y avoir de migrants en rue, il peut pas y avoir et vous ne voulez pas demander l'asile et donc on vous embarque. Bon, une bonne manière de fonctionner serait plutôt d'avoir un centre ouvert, donc d'avoir une porte d'Ulysse, mais sponsorisée et encadrée réellement par le gouvernement, qui, un peu comme ce que les Français ont réussi à faire à Calais, on travaille avec ces gens, on les réoriente, on les convainc de demander l'asile quand c'est possible et de renoncer à l'Angleterre, puisqu'en effet beaucoup veulent aller en Angleterre. On accepte donc de suspendre les accords de Dublin en ce qui les concerne, et on travaille avec eux pour démanteler les réseaux qui les ont amenés ici et qui les ont, il faut quand même le rappeler aussi, en général escroqués, maltraités. Ceux qui arrivent ici arrivent dans des conditions très pénibles. Beaucoup de passeurs n'hésitent pas à les mettre dans des camions frigorifiques, à les violenter, à les violer quand c'est possible. Ce n'est pas des enfants de cœur. Donc il y aurait un intérêt commun à changer, à se remettre sur l'intérêt du migrant de transit, de la victime de traite et de trafic en premier lieu, et d'en faire un complice au sens positif dans la lutte contre la traite et le trafic d'êtres humains. Briser le business des passeurs, c'est ce que Pierre Verberen vous dites aussi dans le livre que vous avez coécrit, Au-delà des frontières, avec François Gemène. C'est vraiment saper cette économie des passeurs. C'est le but premier, on va dire. Mais le but premier, c'est de trouver des solutions à un phénomène qui est en croissance parce que le monde évolue de la sorte, et donc trouver des solutions en amont de la migration et sur le trajet migratoire dans les pays de transit, etc., par certains mécanismes, dont effectivement la création d'une voie sûre et légale de migration qui fasse que les migrants n'aient plus à recourir à ces passeurs pour venir en Europe ou venir aller là où ils pourront trouver de quoi contribuer à la société d'accueil.
Donc effectivement, le meilleur système n'est pas de continuer à ériger des murs, des frontières extrêmement technologiquement avancées, etc., parce que ça coûte un pont. La solution n'est pas de mettre les policiers dans un jeu de chat et la souris avec les migrants, mais de trouver un mécanisme, fût-il faible, pour que les migrants préfèrent utiliser ce mécanisme qui est encadré, contrôlé et légal, plutôt qu'un mécanisme qui les plonge dans l'illégalité. Et alors après, effectivement, je pense qu'il faut une lutte sans merci contre les trafiquants d'êtres humains. Et ça, effectivement, les personnes, que ce soit les femmes, les enfants ou les migrants de façon plus générale, sont les premières victimes de ces trafiquants. Et donc, comme le disait François de Smet, il y a vraiment lieu d'en faire des alliés plutôt que d'en faire des coupables. Des coupables de tous les maux. François Le Smet, vous dites aussi en substance dans le rapport qu'il y a de nouvelles routes dans ces trafics et qu'il faut aussi informer notamment la police. Je pense à le 40 vers la mer, c'est très bien surveillé et démantelé, mais maintenant les trafiquants empruntent d'autres routes, donc il faut vraiment former tout le monde, toute la société. Oui, parce que ça bouge en permanence. Quand vous regardez, on a des cartes de Belgique dans notre rapport avec l'endroit où sont identifiés, arrêtés, où émergent les affaires de trafic. Et en général, tout est en Flandre. En gros, sur un axe de l'E40 de Bruxelles à Gand et jusque vers la mer. Et en effet, ces réseaux se déplacent. Les services de police et de justice en Flandre sont très accoutumés à la lutte contre le trafic. C'est moins le cas en Wallonie. Il y aura un échange de bonnes pratiques à faire. Par contre, en Wallonie, on a des bonnes pratiques par rapport au traitement des mineurs victimes de traite. Donc, vous voyez qu'on a des choses à échanger de part et d'autre. Et les trafiquants peuvent jouer là-dessus. Et donc, si on avait une politique, bien sûr, qui continue à faire de la prévention et qui, en effet, fasse des victimes des trafiquants des alliés plutôt que des victimes, il faut aussi pouvoir améliorer la détection et pouvoir agir aux endroits où on peut trouver ces trafiquants de manière plus facile. Il se joue des frontières, ça vaut pour la Belgique, donc on présume et on sent qu'ils vont de plus en plus sur les autoroutes et les routes et les parkings wallons, parce que la route en Flandre est très surveillée, mais c'est aussi des réseaux qui peuvent comme ça bouger d'un pays à l'autre très facilement et qui ne se gênent pas pour le faire. Un des enseignements de la tragique affaire de la petite Mauda, c'est ça, c'est une course-poursuite sur une frontière entre Flandre et Wallonie et entre plusieurs pays. On termine bientôt cette émission. Vite, un dernier mot sur le pacte migratoire de l'ONU. Est-ce que dans les propositions, il y a justement les femmes et les mineurs, et ils entrent en ligne de compte ? Oui, ils rentrent en ligne de compte, mais on peut regretter dans le pacte qu'il soit pris en considération sous l'angle d'une vulnérabilité, comme si a priori 51% de la population mondiale était vulnérable, les femmes, comme si a priori entre 15 et 35% de la population mondiale selon les pays, c'est-à-dire les enfants, étaient vulnérables. Donc a priori, s'ils sont vulnérables, c'est parce qu'il y a des prédateurs. Et donc je crois que ce qui est important, c'est de parler de ce qui existe, c'est-à-dire vraiment de ces violences qu'ils ont à subir. Et donc de parler de la vraie réalité. C'est un parcours extrêmement violent. Maintenant, ne crachons pas dans la soupe, si je peux m'exprimer comme ça. Le fait que la vulnérabilité des migrantes et des enfants migrants soit prise en charge dans le pacte, c'est quand même une étape extrêmement importante et j'espère qu'on va pouvoir travailler tous ensemble là-dessus. Mais moi, j'insiste sur un élément, et très très rapidement, c'est le nombre. C'est que nous avons des pratiques qui sont excellentes, nous avons des services de très grande qualité, nous avons des professionnels magnifiques, mais par contre, le problème est tellement important qu'il faut plus de services, il faut plus de professionnels formés. Merci à vous trois d'avoir été présents. On en reparlera évidemment de cette migration à coup sûr. 2 livres, vite fait. Le vôtre, Pierre Verberen, et puis La Marche des Ombres, François de Smet. Et également, vite, The Invisible People. C'est une expo à la Cinémathèque Royale de Bruxelles du 18 décembre, dans 2 jours, au 17 février. Vous serez d'ailleurs là lors d'une conférence le 18 décembre. Vous, François de Smet, merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.